Cet hiver restera gravé comme l'un des plus froids du XXe siècle. Des milliers d'hommes meurent sur les hauts sommets du massif des Dolomites en Italie. Sur le col d'Ilana, plutôt que de traverser des champs de neige en essuyant les tirs ennemis, les soldats italiens creusent dans la roche et la glace pour faire exploser la crête de cette colline qui ne sera plus connue ensuite que sous le nom de col de sang. Voici le col d'Ilana, un haut sommet du massif montagneux des Dolomites. Le pic s'est vu attribuer le surnom macabre de col de sang après que des milliers d'hommes y ont péri lors d'attaques frontales et d'une explosion souterraine qui fut la plus importante sur ce front de la Première Guerre mondiale. Sur le front alpin austro-italien, la guerre souterraine a connu plusieurs épisodes. Le premier et le plus célèbre est celui du col d'Ilana. Au vu de sa position, le col d'Ilana était pratiquement imprenable. Il avait été fortifié par les Autrichiens dès le début de la guerre, et les Italiens n'étaient pas parvenus à s'en emparer. Cette montagne était très importante pour les Italiens du point de vue tactique. Ils voulaient trouver un passage à travers les Dolomites, afin d'atteindre les vallées d'Aissac et de Puster pour des raisons stratégiques, et c'était la seule montagne qui leur barrait la route. Ce terrain de haute montagne traître et hostile va coûter la vie à de nombreux soldats sur terre comme en dessous. Le col d'Ilana a été le théâtre de quelques-unes des batailles les plus sanglantes du front italien. Une page tragique de l'histoire de la guerre des Alpes. Le front du col d'Ilana dans les Dolomites était particulièrement difficile. Il combinait à la fois les spécificités de la guerre en montagne, mais aussi les assauts typiques des batailles de l'Isonzo et du front Est. Les Italiens voulaient prendre la montagne à tout prix. À ce stade, les Autrichiens n'avaient posté que quelques petites équipes au sommet. Mais les combats ont tellement traîné en longueur qu'il ne restait plus aux Italiens d'autre choix que de dynamiter la montagne. Quand l'Italie entre en guerre le 24 mai 1915, ses frontières se situent au bord de l'actuelle Vénétie. Le front italien désigne une série d'opérations militaires et de batailles menées entre 1915 et 1918 sur la frontière qui sépare à l'époque l'Empire austro-hongrois de l'Italie. Cette dernière revendique les villes de Trent et de Trieste et pense pouvoir les annexer lors d'une attaque éclair. Le printemps 1915 apparaît comme la période idéale pour que l'Italie réalise ses ambitions d'extension au nord et à l'est. Les montagnes qui s'élèvent autour de la station de ski de Cortina sont le décor des batailles les plus âpres, quand la garnison autrichienne en manque d'hommes bat en retraite vers des sommets plus facilement défendables. L'Italie pense conquérir les terres qu'elle convoite lors d'une offensive surprise. Mais bien vite, la bataille s'enlise et se transforme en une guerre d'usure à haute altitude, dans des conditions plus qu'hostiles. Ils se battaient en été et en hiver, surtout par mauvais temps, afin de ne pas être repérés au moment où ils donnaient l'assaut. En hiver, il y avait des avalanches. Elles faisaient davantage de victimes parmi les soldats que les batailles proprement dites. Sur le front italien, la nature était meurtrière. Peu après le début des combats, le haut commandement autrichien ordonne aux troupes de rapidement se retirer vers des positions fortifiées le long des crêtes. Le col d'Ilana surplombe 3 cols montagneux d'une importance majeure. C'est un avant-poste crucial pour le contrôle de la vallée stratégique de l'Adige et de la route jusqu'à Innsbruck. Il devient vite la position en altitude dont chaque camp veut absolument s'emparer. Andy Hawkins et Julia Richardson sont des archéologues de l'association britannique Durand Group qui se consacrent à l'étude des tunnels de la Grande Guerre.
Ils sont venus d'Angleterre pour explorer le site de la plus importante explosion contrôlée de cette époque en Italie, la mine du col d'Ilana. Ils commencent leur périple avec la même vue sur la montagne qu'avait alors l'artillerie autrichienne. Là, ils retrouvent leur guide italien Paolo Tassi. Salut. Bonjour, enchanté. Bonjour. Salut. Le col d'Ilana est situé dans une région du nord-est de l'Italie, à proximité de ce qu'était à l'époque la frontière avec l'Autriche. Paolo va les emmener aussi loin que possible dans son 4x4. En 1915 et 1916, les troupes italiennes de 6 régiments et plusieurs bataillons spécialisés tentent à plusieurs reprises de prendre d'assaut la montagne. C'est la division de l'Alpenkorps allemand qui la défend. Les régiments autrichiens viendront plus tard en renfort. L'un des leaders des attaques italiennes est Giuseppe Garibaldi, le second, dit Peppino. Né en Australie, c'est un patriote et révolutionnaire, petit-fils de Giuseppe Garibaldi, un personnage central des guerres d'indépendance italiennes. Anita Garibaldi nous livre ses confidences sur son aïeul. Être un descendant des Garibaldi, ça pesait très lourd dans la vie d'oncle Peppino. C'était compréhensible parce que c'était le petit-fils de Giuseppe. Ils étaient très proches. Elle n'a rien oublié des histoires que son oncle et son père, également soldats pendant la guerre, avaient l'habitude de raconter. Ici, au centre, c'est mon oncle Peppino. Et le dernier, ici, tout à droite, c'est mon père. Il était encore très jeune, il sortait tout juste de l'adolescence. Et là, c'est l'oncle Sante, et puis l'oncle Ricciotti, et l'oncle Menotti. Vous voyez, ils sont tous ensemble. Ils ont un brassard noir sur le bras parce qu'ils étaient en deuil, après avoir perdu 2 de leurs frères. Comme son grand-père, Peppino Garibaldi est un combattant endurci. Il s'est battu aux côtés des Grecs dans 2 guerres distinctes et a combattu en Amérique du Sud. Il a servi dans l'armée britannique dans la guerre des Boers et en tant que colonel dans la Révolution mexicaine. S'il y avait une guerre impossible à mener, Garibaldi était l'homme de la situation. En ce qui concerne le col d'Ilana, je pense que c'était une bataille qui comptait beaucoup pour lui, surtout vu comment il envisageait sa vie. Et pour mon père, c'était presque tout aussi important, parce qu'il a failli y laisser la vie. La montagne est défendue par les soldats allemands et les troupes d'élite autrichiennes des Kaiserjäger, avec le renfort de l'artillerie de tir rapide la plus moderne dont dispose l'Allemagne. L'armement dont disposent Garibaldi et les autres unités italiennes est quant à lui archaïque et insuffisant. Les attaques frontales sur les crêtes qui mènent au sommet vont vite se transformer en missions suicides. Entre juillet et octobre 1915, pas moins de 15 000 soldats italiens sont tués ou blessés. Mais quand les unités d'élites allemandes sont dépêchées sur le front des Balkans en août 1915, c'est aux divisions des Landesschützen et des Kaiserjäger qu'il revient de défendre la montagne. L'un des jeunes officiers est le premier lieutenant Anton von Schurchenthaler, natif d'un village aux alentours de Bolzano. Il est commandant de la 6e compagnie du 2e Kaiserjäger tyrolien. C'était quelqu'un. Il avait une forte personnalité. Il était très sympathique et tout le monde l'aimait bien. Mais c'était un officier et un gentleman avant tout. Anton von Schurchenthaler va devenir le protagoniste de l'une des plus grandes tragédies de la guerre blanche dans le haut massif des Dolomites. Été 1915. L'Italie est en guerre depuis seulement 3 mois et des fantassins venus des 4 coins du pays affluent vers le front. L'armée italienne a beau être mobilisée dans un grand élan patriotique, la logistique militaire a du mal à suivre.
Au cours de l'été 1915, les Italiens sont équipés du fusil Carcano, une arme créée en 1899, mais très avancée pour l'époque. Son chargeur pouvait contenir 6 cartouches, alors que les Autrichiens n'ont que des armes à 5 balles. Les Italiens avaient un sac à dos pour transporter les grenades, ainsi que leurs effets personnels et leurs rations. Et ils en avaient un autre pour tout le matériel dont ils avaient besoin. Ustensiles de cuisine, pelles, pioches, baïonnettes. Avec tout ça, ils avaient plus de 20 kilos sur le dos. Des centaines de milliers de soldats venus de tout le pays sont détachés puis répartis dans plusieurs brigades de 2 régiments chacune, souvent sans aucun entraînement militaire. Voici à quoi ressemblait un fantassin italien en 1915. Il portait un uniforme gris-vert et pour commencer n'avait droit qu'à un képi en tissu. Les fantassins n'étaient équipés d'un véritable casque qu'au bout d'une année passée au combat. Ce casque, le modèle Adrian, est inspiré de celui des pompiers français. Ce n'est qu'en 1916 que les Italiens ont pu commencer à produire leur propre casque basé sur ce modèle. La mobilisation de l'armée italienne s'est faite si vite qu'une grande partie de la fabrication repose d'abord plus sur la quantité que sur la qualité. Les soldats italiens n'ont qu'une seule paire de chaussettes. Ces bandes de laine qu'ils enroulent autour deviennent une pièce essentielle de l'uniforme. Autre point faible de l'armée italienne, notamment en ce qui concerne l'équipement de l'infanterie, c'est les chaussures. Le matériau dans lequel étaient fabriquées les chaussures des Italiens se désintégrait. En fait, si l'on en croit les témoignages, ces chaussures semblaient faites en carton. Comme la majorité des armées sur le front ouest, le haut commandement italien ne mesure pas à quel point les nouvelles technologies ont modifié le visage de la guerre. La mitrailleuse, dont l'importance va se révéler décisive sur les champs de bataille de la Grande Guerre, était un dispositif relativement rudimentaire lorsqu'elle débute en 1914. La mitrailleuse a eu différents inventeurs, mais la plus célèbre a été créée par l'américain Hiram Maxim. Il avait mis au point un mécanisme spécifique par lequel, en restant appuyé sur la gâchette, on pouvait tirer plusieurs balles en profitant de la force engendrée par le recul de l'arme. Hiram Maxim est sûrement devenu très riche grâce à son invention, car par la suite, il sera le premier à élaborer une mitrailleuse véritablement adaptée à l'usage sur le terrain. Cette arme a été distribuée dans de nombreuses régions du monde. Le système Maxim a été choisi par la Russie, la Suisse, les pays balkaniques et bien sûr l'Allemagne. Selon un système dit à emprunt de gaz, à chaque coup tiré, la mitrailleuse récupérait une partie des gaz de l'explosion pour réarmer le percuteur et recharger automatiquement une nouvelle balle. Les premiers modèles à refroidissement par eau pouvaient tirer 600 coups par minute. À l'époque, l'artillerie constitue le principal nouvel élément dévastateur de la guerre moderne. Des dizaines de nouveaux genres de canons et de mortiers à tir rapide sont alors développés. Ces armes perfectionnées tuent des milliers de soldats durant les premiers assauts frontaux. Andy, Julia et leur guide viennent d'arriver au pied de la montagne et commencent à se préparer pour leur longue ascension. Ils suivent le même chemin que celui emprunté par les fantassins italiens pour atteindre les postes depuis lesquels ils mèneront l'attaque contre les solides positions autrichiennes. Les attaques sur le col d'Ilana ont commencé sur le flanc est de la montagne, là où la position italienne formait un saillant naturel. 2 ravins escarpés s'élèvent vers le sommet entre des crêtes bien défendues. Au nord se trouve l'arête connue sous le nom de Castello. Au sud-est, les arêtes d'Agaï et de Salesei mènent à une falaise surnommée le chapeau de Napoléon à cause de sa forme caractéristique. En dessous se trouve la redoute autrichienne connue sous le nom de position d'infanterie numéro 1. Andy et Julia sont venus chercher la galerie qui mène aux chambres à explosifs construites pour faire sauter les tranchées autrichiennes au sommet. Aujourd'hui, c'est une montée ardue au cœur de ce paysage magnifiquement serein. Mais il y a un siècle, ces mêmes parois rocheuses répercutaient le terrifiant vacarme des coups de feu et du pilonnage d'artillerie. Il suffit d'observer la configuration du terrain. On se rend compte que pour essayer de s'emparer de tranchées à la fois bien préparées
et bien défendus, il faut un nombre d'hommes 10 à 20 fois supérieur en face, et encore en fonction du pourcentage des pertes humaines, et du type d'artillerie utilisé par ici, parce qu'il n'y avait pas de gros engins très lourds. C'était extrêmement compliqué. Tout au long de l'été 1915, les attaques menées sur le flanc de la montagne échouent. Les fantassins italiens tentent de prendre d'assaut le col d'Ilana par le nord-est avec très peu de moyens en termes d'artillerie et alors même qu'ils sont lourdement bombardés par les Autrichiens. En septembre, l'équilibre des forces change quand les troupes des Alpenkorps sont envoyées dans les Balkans, tandis que les Italiens reçoivent de l'aide sous la forme d'artillerie lourde. Le nouveau commandant Peppino Garibaldi peut désormais adopter un autre plan d'attaque. Les défenseurs ont construit de solides fortifications grâce auxquelles ils se protègent mutuellement des tirs. Garibaldi décide de porter une lourde attaque contre les tranchées autrichiennes sur l'arête de Castello. Les Autrichiens sont pris au dépourvu. Le 22 octobre, après de violents pilonnages d'artillerie, leur position finit par tomber. Garibaldi envoie alors ses fantassins assaillir les fragiles défenses sur le chapeau de Napoléon, qui tombe 4 jours plus tard. La position d'infanterie numéro 1 se révèle plus difficile à vaincre. Des vagues successives de fantassins italiens attaquent simultanément de différents côtés, avec le soutien des hommes sur le chapeau de Napoléon. Le 29 octobre, la position tombe, mais dans cette bataille clé, les deux camps ont perdu plusieurs centaines d'hommes. Andy et Julia se trouvent maintenant au pied du chapeau de Napoléon, là où se trouvait la position d'infanterie numéro 1 si solidement défendue. À l'époque, la montée vers le sommet est encore longue pour les Italiens. À chaque attaque que porte l'infanterie italienne, elle est exposée à d'importants tirs d'artillerie ennemis. Mais progressivement, les fantassins gravissent la montagne en construisant des abris temporaires dans la roche. Le 8 novembre, ils atteignent les fils barbelés qui défendent le sommet et commencent à les couper. Les fantassins envahissent les tranchées autrichiennes. Mais les pertes du côté italien ont été si lourdes qu'ils ne sont pas en mesure de contenir l'ennemi plus que quelques heures. La contre-attaque et le pilonnage d'artillerie des Autrichiens poussent les Italiens à se retrancher en lieu sûr sous la crête. Les attaques successives se poursuivent sur les deux arêtes qui mènent au sommet, où les Italiens ont creusé une tranchée pour protéger leur ligne de ravitaillement des tirs ennemis. Ces attaques sur le sommet sont un véritable carnage. Chaque fois, ce sont plusieurs centaines d'hommes qui périssent. Dans les deux camps, l'arme de prédilection est la grenade à main. Les Italiens ont principalement adopté la grenade à fragmentation de type Mills-bombe, tandis que les Autrichiens utilisent surtout la grenade modèle 24 allemande. Les deux contiennent un détonateur à retardement qui laisse 4 secondes aux fantassins avant l'explosion. Des petits mortiers tirés des tranchées de défense emportent les unités d'attaque, qui sont également exposées aux tirs d'artillerie. En décembre 1915, il n'y a plus aucun mouvement sur le flanc de la montagne. Le pire hiver du siècle est en train de s'installer. Anton von Schurchenthaler est le jeune commandant d'une compagnie de Kaiserjäger, des soldats du sud du Tyrol recrutés pour défendre leur patrie. Il a 250 hommes sous ses ordres, notamment des fantassins, des combattants d'artillerie et des soldats du génie. La majorité des hommes étaient des Standschütze, littéralement des protecteurs de la patrie. Mais la plupart des bons régiments avaient déjà été envoyés en Russie. Et à l'époque, ils étaient seulement constitués des moins de 18 ans et des plus âgés. Donc il arrivait qu'un grand-père et son petit-fils se battent côte à côte, tandis que beaucoup d'autres soldats combattaient et mouraient en Galice. Les troupes autrichiennes occupent ce minuscule emplacement imprenable au sommet.
Les compagnies se relaient au travail chaque semaine. Les tranchées sont solidement construites à l'aide de pierres, de sacs de sable et de fils barbelés. Les dortoirs sont situés dans de petites cavernes sur le flanc de la montagne où les soldats se protègent de la neige et du froid. En décembre 1915, les températures dégringolent. L'hiver 1915 a été l'un des plus froids et neigeux de tout le XXe siècle. Manifestement, la neige était un ennemi bien plus redoutable que l'adversaire humain en chair et en os. Les avalanches étaient un problème quotidien pour les soldats italiens et autrichiens. Souvent, elles étaient provoquées par le côté adverse, en faisant sauter une mine. Les avalanches déclenchées par les explosions étaient censées déstabiliser l'ennemi et lui rendre la vie plus difficile. Les hivers rigoureux durant la Première Guerre mondiale ont fait 60 000 victimes au total parmi les Italiens et les Autrichiens. La cruauté de la nature a bien failli surpasser celle de la guerre. Après plusieurs dizaines d'attaques frontales inutiles, le commandant italien local décide que l'heure est venue de repenser la campagne. Janvier 1916. L'infanterie italienne s'est réfugiée sous la crête du col d'Ilana, tenue par l'infanterie autrichienne. Bien qu'il soit désormais réduit à une petite garnison de 200 hommes, en occupant le sommet, les Autrichiens sont toujours en mesure de diriger leurs tirs d'artillerie sur les troupes italiennes dans les vallées environnantes. Ils disposent d'une ligne de ravitaillement efficace qui repart vers le mont Sief, tandis que leurs adversaires doivent encore faire passer le matériel et la nourriture par la tranchée couverte qu'ils ont creusée dans la roche. Alors qu'Andy, Giulia et Paolo montent vers la tranchée d'approvisionnement italienne, ils se rendent compte à quel point la mission a dû être difficile à l'époque pour les soldats des deux camps. Ils suivent les tranchées le long de la crête de la montagne, cette ligne d'approvisionnement vitale pour les soldats postés au sommet, pour la défense de laquelle tant d'hommes ont payé de leur vie. Frustrés par leur incapacité à prendre d'assaut le col d'Ilana, les Italiens appellent à la rescousse l'un de leurs meilleurs ingénieurs afin d'organiser une attaque d'un autre genre, une attaque menée de sous terre. Gelasio Caetani est un brillant étudiant de l'école des mines issu d'une famille noble de Rome. Il a traversé l'océan pour aller étudier et se former aux États-Unis avant de travailler pour l'une des plus grandes mines du pays, Bunker Hill dans l'Idaho. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Caetani décide de repartir en Italie où il s'engage dans l'armée. Il est nommé lieutenant dans le 1er régiment des terrassiers et des mineurs. Pour s'emparer de ce sommet stratégique, qui était un poste d'observation très important pour l'artillerie autrichienne, les Italiens, et en particulier le génial lieutenant Caetani, ont imaginé cette galerie souterraine en forme de V dotée de 2 chambres à explosifs afin de faire exploser le sommet. Caetani s'installe alors dans son quartier général, un petit chalet de montagne près des lignes de front du col d'Ilana. Il se met alors en quête du meilleur moyen de faire sauter les positions autrichiennes. Pendant la journée, il supervise l'excavation du tunnel et la conception des mines. La nuit, il écrit des lettres à sa famille et ses amis. Avec ses camarades, il s'efforce de s'accommoder du froid et de l'atmosphère sinistre. Le plan vise à creuser sous les positions autrichiennes une galerie comprenant 2 chambres à explosifs. Parce qu'il a travaillé dans les mines de l'Idaho, Caetani sait qu'une seule mine ne suffira peut-être pas à dynamiter le flanc de la montagne. Et qu'une contre-mine autrichienne pourrait détruire une chambre à explosifs, mais probablement pas les 2. Cette galerie, qui faisait 100 mètres de long et qui avait par endroits une pente de 42%, a été construite avec 2 grandes chambres à explosifs. L'une est remplie de 3,5 tonnes de gélignite et la seconde en contient 2 tonnes. Andy et Giulia ont trouvé les vestiges d'un tunnel.
Il s'agit de l'entrée secondaire du vaste complexe de galeries du col d'Ilana. Un peu plus à gauche, voici ce qui reste de l'entrée d'origine de Kaitani. On dirait bien que c'est le tunnel d'origine. Regarde la taille de ce tunnel. Il n'est pas très grand, mais ça convient parfaitement pour déclencher les chambres explosives. C'était leur but. Le côté pratique passait avant tout. Et tu as vu la géologie? On voit bien que la roche est constituée d'un empilement de strates. Donc ça a dû être relativement facile de creuser dedans, à la pioche. Oui, C'est de la roche volcanique. c'est idéal pour travailler en silence et se servir de pioche plutôt que de forêt. Oui, parce que dès lors qu'on commence à forer là-dedans, il faut essayer de couvrir le bruit par n'importe quel moyen. Il faudra 3 mois pour creuser la galerie dans le plus grand secret. En janvier 1916, les Italiens commencent à casser la roche. Elle est friable et facile à déblayer. Il y avait les gravats à sortir. Bien sûr, ça ressortait d'autant plus sur la neige. S'ils les avaient laissés là, l'ennemi les aurait vus et aurait tout de suite compris ce qui se passait, même s'ils ne faisaient pas beaucoup de bruit en creusant. Pour remédier à ça, les Italiens mettaient les gravats dans des sacs de sable qu'ils balançaient dans la tranchée. Exactement. Il s'agissait surtout de tromper le camp adverse. Les Italiens avaient une multitude d'astuces pour ne pas attirer l'attention de l'ennemi. Par exemple, ils se débarrassaient des débris et des gravats qui provenaient de l'excavation de la galerie. Parce que ces gravats à l'extérieur du tunnel auraient souillé la neige dehors. Et ça aurait alerté les soldats adverses postés au sommet. Ils en auraient déduit qu'il se passait quelque chose plus en aval de la montagne. La garnison autrichienne est bien placée pour défendre le sommet. Une ligne d'approvisionnement protégée descend de la montagne voisine, le mont Sief. La relève est régulière, le moral est excellent. Les troupes sont convaincues qu'elles pourront tenir sur une longue période. Néanmoins, des observateurs autrichiens dont la position donne sur la montagne finissent par repérer l'activité des Italiens. Très vite, ils se doutent qu'une galerie est en construction. En dépit de tous les efforts des Italiens, les Autrichiens ont donc fini par comprendre ce qu'ils projetaient de faire. Ils ont donc immédiatement commencé à creuser leur propre galerie, une contre-mine, au-dessus de celle des Italiens, dans le but de la détruire. De là où ils étaient postés, étant donné la configuration du terrain, les Autrichiens voyaient très bien ce qu'il y avait en dessous. Les troupes italiennes, elles, n'étaient pas assez nombreuses. Elles se sont rapprochées le plus possible du sommet, mais n'ont pas pu s'en emparer. À la fin, le dynamitage était la seule option. D'autres ont suivi des deux côtés, mais là, c'était la première fois qu'on faisait sauter un sommet montagneux occupé. La quête éperdue de la mine italienne commence. Les ingénieurs autrichiens entreprennent de creuser leur propre puits de mine en descendant vers le tunnel de Kaitani. Plus tu fais de bruit, plus c'est simple de trianguler ta position d'après l'altitude et la profondeur. Il suffit de prendre 2 ou 3 mesures à partir de différents emplacements en haut de la montagne et d'essayer de localiser la position. Puis on commence à creuser la contre-mine en allant dans cette direction. C'est ça. Le plus difficile, c'est de se rapprocher suffisamment de la première galerie, mais sans la traverser. Ensuite, on dispose des explosifs dans la contre-mine. On utilise un dispositif d'écoute pour trouver le bon moment. Et on fait tout sauter quand l'ennemi est dans les parages. Les premières techniques d'excavation sont rudimentaires. Le bruit et les vibrations produites sont souvent détectables à l'aide de simples dispositifs comme un poste d'écoute ou l'observation d'ondulations dans des casseroles remplies d'eau. Plus tard, des stéthoscopes seront utilisés. Les soldats britanniques sur le front ouest seront notamment équipés de géophones, un système de double stéthoscope qui permet de procéder à la triangulation des vibrations entre 2 amplificateurs. Donc, ils avaient décidé de saper le travail des Italiens. La mine a sauté en avril. Oui, c'est ça.
Les Italiens avaient quand même passé 3 mois et demi à creuser leur galerie. C'était un sacré travail. Ça a dû être dur. La mine autrichienne explose le 7 avril 1916, une dizaine de jours seulement avant la mine italienne. Les Autrichiens ont rapidement construit leur galerie et l'ont fait sauter. Mais elle était trop profonde et n'a pas fait assez de dégâts dans le tunnel italien. Il y a eu 4 victimes, des ingénieurs autrichiens qui se trouvaient à l'intérieur de la galerie et qui sont morts asphyxiés par les gaz dégagés par l'explosion. Mais la structure de la galerie italienne n'avait pas été endommagée. Le projet de dynamitage du sommet du col di Lana pouvait donc se poursuivre. Leur stratégie basée sur une contre-mine a finalement échoué. Ils savaient que le sommet serait dynamité, mais ils ignoraient quand. Tu imagines à quel point ils devaient être déprimés, sachant que l'excavation continuait et que la mine se rapprochait du sommet? À partir de ce moment-là, les soldats autrichiens qui occupent le sommet du col di Lana savent que leurs jours sont comptés. Les troupes se relayant chaque semaine, c'est comme une partie de roulette russe qui s'engage. On ignore qui se trouvera sur la montagne au moment où la mine sautera. Ils étaient conscients que, dans un délai relativement bref, la mine allait sauter. Les bruits qui circulaient, des informations des services de renseignement ou des prisonniers, suggéraient que ce n'était qu'une question de jours. Quand les troupes se relayaient, que l'une redescendait et que l'autre arrivait, les soldats se souhaitaient mutuellement longue vie. Ils savaient que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. Et qu'au final, 150 personnes au moins seraient bientôt réduites en poussière ici. La semaine qui précède l'explosion de la mine, le sommet du col de Son est occupé par la 5e compagnie du régiment des Kaiserjäger sous le commandement du lieutenant Valentini. Le 16 avril a lieu un changement d'unité. La 6e compagnie du lieutenant Tschortschenthaler prend le relais, pour son plus grand malheur. L'infanterie italienne a commencé à creuser une galerie de 100 mètres de long sous le sommet. Elle sait où sont situées les tranchées ennemies, mais doit sans arrêt vérifier leur position pour s'assurer qu'ils vont bien dans la bonne direction. Pour Caetani et les ingénieurs qui préparent la mine, le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le journal intime de Caetani reflète les dangers, la pression et le stress auxquels il fait face. Je suis dans mon lit. Aujourd'hui, je suis monté 2 fois jusqu'au sommet du col di Lana. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, mais je ne sais pas si je vais trouver le sommeil. J'ai beau être épuisé physiquement, je ressens une tension nerveuse extrême. C'est une bataille dans laquelle tout se joue sur les déductions, la psychologie et les connaissances techniques. C'est le moment le plus intense de ma vie. Creuser à la pioche est un travail laborieux. Mais à certains moments, les Italiens tombent sur de la roche plus dure et sont obligés d'utiliser des explosifs. Afin de couvrir le bruit des détonations, ils ont recours aux tirs d'artillerie pour semer le doute chez les défenseurs autrichiens. Chaque manœuvre est calculée pour tromper l'ennemi. Pour faire en sorte que l'ennemi n'entende pas les explosions, les Italiens faisaient procéder à des tirs d'artillerie lourde au cours de l'opération d'excavation. L'objectif était de semer la confusion dans le camp adverse, lequel utilisait souvent des postes d'écoute au sol. L'explosif utilisé est la gélignite. Le lieutenant Caetani s'en est servi à plusieurs reprises dans les dangereuses mines d'Amérique. Il est stocké dans des caisses qui doivent pouvoir être transportées en toute sécurité. Ils ont utilisé environ 5 tonnes de gélignite en tout. C'est un explosif pour le minage et l'extraction de roches. D'accord. La gélignite est principalement dérivée de la nitroglycérine, donc elle en contient également. Mais elle est notamment composée de corps absorbants, tels que des cires, de la sciure de bois et autres substances. Elle se présente sous forme de cartouches pour le minage. Il faut y intégrer des corps absorbants parce que la nitroglycérine est une substance explosive très sensible. Le comportement des fantassins italiens inquiète le lieutenant Tschortschenthaler et ses hommes.
Ils ont entendu les bruits de l'excavation, mais un terrifiant silence a suivi. Ils les ont entendus creuser. Ils savaient que tout allait sauter. Ils ont compris parce que les bruits de l'excavation se sont arrêtés et que plus aucun matériau ne sortait. Ils ont pris conscience que les Italiens étaient tout proches et qu'ils allaient déclencher l'explosion. Renseignés par les prisonniers, entre autres, ils pouvaient dire assez précisément quand cela allait arriver. Tschurtschenthaler ordonne à la majorité de ses troupes de se replier dans la grotte. Il ne laisse que quelques sentinelles à l'extérieur pour surveiller l'activité ennemie. Il sait qu'une attaque massive se prépare et dépêche un messager au quartier général à proximité au pied de la montagne pour demander des renforts. Après plusieurs mois d'organisation, de mise en place et d'excavation, l'heure est enfin venue de faire sauter le sommet du col d'Ilana. Nous osons à peine respirer. Si le ventilateur casse, nous sommes perdus. Nous pouvons entendre l'ennemi qui marche au-dessus de nous et qui pioche. Nous faisons tout dans le silence le plus total. Nous marchons même pieds nus pour ne pas faire le moindre bruit. Notre travail est terminé. Je vais prévenir la division. Il est temps de passer à l'action. L'ingénieur Caetani bouche la chambre à explosifs avec des sacs de sable. Cette opération appelée bourrage vise à diriger le souffle de l'explosion vers le haut. Le 16 avril 1916, à 23h35, l'ingénieur Caetani donne le signal. Il y a un moment de silence qui semble se prolonger indéfiniment. Puis une détonation assourdissante retentit lorsque la mine fait exploser le sommet de la montagne. La puissance de l'explosion a été telle qu'on l'a vue de très loin. Pendant un instant, on aurait dit qu'un volcan entrait en éruption. Beaucoup de personnes qui vivaient dans la vallée de Valbadia, à plusieurs kilomètres du col d'Ilana, ont dit avoir senti leur maison trembler. Les éclats de roches et les débris sont projetés très haut dans le ciel. La terre et les rochers s'éboulent le long des flancs de la montagne, jusque dans les vallées en contrebas. Pour Caetani et ses hommes, le moment qui suit l'explosion est absolument terrifiant. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant. J'ai cru qu'on était tous enterrés vivants. Mais en fait, un tiers de l'entrée du tunnel seulement avait été condamné. À ce moment précis, notre artillerie a massivement ouvert le feu sur le flanc droit du col d'Ilana. Voici la description du lieutenant Tschurtschenthaler. La montagne a tremblé comme si elle allait s'écrouler. Tout le monde a tenté de sortir de la grotte, sans succès. Les rochers et les gravats bouchaient les entrées inférieures. Nous étions pris au piège. L'entrée du tunnel a rapidement été réouverte, mais les intenses tirs d'artillerie rendaient toute sortie impossible. Quiconque aurait pris le risque de s'échapper était condamné à une mort certaine. Une partie de la montagne sur laquelle se tiennent les soldats s'effondre. Le sol est jonché de cadavres. Au moins 150 hommes du lieutenant Tschurtschenthaler ont péri dans l'explosion. Ils attendaient la mort, parce que personne ne savait précisément quand l'explosion allait se produire. Il y avait des hommes sur le sommet, mais aussi sous terre. Au sommet, il y avait un petit groupe de 250 hommes, et une soixantaine d'hommes étaient coincés dans la grotte et risquaient de mourir asphyxiés. Les survivants de la petite garnison sont entassés dans la grotte avec Tschurtschenthaler. Ils sont en vie, mais peuvent à peine respirer. Le lieutenant sait qu'ils ne tiendront pas longtemps. Je pense que la décision a été prise dans l'urgence. En tant qu'officier, il savait qu'il n'y avait pas d'autre choix pour ses soldats. Il savait que s'ils restaient enfermés dans cette grotte, ils finiraient par manquer d'oxygène. Les Autrichiens prisonniers avec Tschurtschenthaler sous le col d'Ilana sont prêts pour leur dernier combat. Comme le lieutenant le racontera à son neveu lorsqu'ils visiteront la grotte des années plus tard, il devient évident qu'ils ne pourront pas survivre beaucoup plus longtemps.
Ils étaient à court d'oxygène. Les gaz dégagés par l'explosion s'étaient infiltrés dans la grotte. Ils ont bien tenté de les dissiper en agitant des vêtements et des couvertures, mais ça n'a servi à rien. Ils savaient qu'ils allaient manquer d'air. Les fantassins italiens affluent en masse dans les tranchées autrichiennes, tandis que quelques dizaines de survivants restent barricadés dans la petite grotte. Leur commandant doit prendre une rapide décision s'il veut sauver la vie de ses hommes. Il aurait été totalement insensé de rester là. Ils étaient plus de 60 hommes dans une toute petite grotte. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour tenir là-dedans. N'importe quelle tentative de sortie aurait été suicidaire. Il aurait suffi qu'un Italien jette une grenade dans la grotte et tous les hommes auraient été pulvérisés. Le commandant a donc pris la décision de déposer les armes et d'aller dire aux Italiens « Nous nous rendons. Nous ne sommes plus en mesure de combattre. » L'heure de la capitulation est venue. Le lieutenant Tschurchenthaler guide ses troupes vers l'extérieur où les attendent les fantassins italiens et dépose son arme. Les Autrichiens sont faits prisonniers et solennellement menés au pied du col d'Ilana. Leur objectif en faisant sauter la mine n'était pas seulement de détruire les défenses ennemies et de tuer le plus d'hommes possible. C'était aussi de les démoraliser, de leur faire perdre leurs moyens pour les empêcher de se défendre. Et du moment que l'attaque suit tout de suite après, l'ennemi n'a pas les capacités de mettre en place une défense efficace. Tout à fait. L'ennemi ne réagit pas car il est en état de choc, pour ainsi dire. En octobre 1917, les troupes autrichiennes arrivées en train du front Est percent les lignes italiennes à Caporetto. Le front des Dolomites s'effondre tout entier. Toutes les positions si laborieusement acquises le long du front de la montagne sont perdues, tandis que les Italiens sont forcés de se retirer dans la vallée du Piave. Les Autrichiens peuvent de nouveau s'emparer de l'entonnoir du col d'Ilana. De nos jours, la jeune génération en connaît peu sur la Grande Guerre. Seule une poignée de personnes des familles concernées, comme Anita Garibaldi ou le neveu du lieutenant Tschurchenthaler, peuvent transmettre ces histoires telles qu'elles leur ont été racontées par les soldats survivants. La Première Guerre mondiale, c'était il y a très longtemps. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas grand-chose sur le sujet. Et peu de ceux qui l'ont vécu sont encore en vie. De nos jours, le col d'Ilana est un véritable cimetière à ciel ouvert. Il devrait être un lieu qui inspire la paix. Pour se souvenir de toutes les souffrances qu'ont endurées les Italiens, les Autrichiens, les Bohémiens, les Bosniaques, de façon totalement injustifiée. Parce que cette guerre n'a servi à rien, même si elle a été extrêmement dure. Aujourd'hui, le vaste entonnoir encore visible dans le flanc de la montagne vient nous rappeler de façon solennelle cet immense sacrifice de vies humaines dans un nouveau chapitre inutile de la Grande Guerre souterraine.